Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Economics. Nous sommes le dimanche 23 juin. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent week-end. On est parti comme chaque dimanche pour notre tour d'horizon de l'actualité économique à retenir cette semaine. Notez que ce podcast est soutenu par Quorum l'Épargne. Cette entreprise indépendante comprend l'importance cruciale pour chaque investisseur de bien saisir les enjeux de ses choix financiers. Pour cela, il est essentiel d'être bien accompagné et de trouver un placement adapté à son projet et à ses besoins. Depuis 2011, Quorum l'Épargne a aidé 120 000 nouveaux épargnants à investir 7 milliards d'euros dans des produits d'épargne compréhensibles et performants, tout en étant connectés à l'économie réelle. Je précise que ces placements comportent des risques spécifiques, notamment celui de la perte en capital. Je suis très heureux car nous partageons une mission commune, déjargonner et vulgariser les principes de l'économie pour rendre l'épargne accessible à tous. Ce podcast parraine ceux qui décident de rejoindre Quorum l'Épargne. Si vous êtes intéressé par leur offre et que vous répondez aux conditions du parrainage, donnez le code COSMOS, COSMOS, pour bénéficier d'une récompense de bienvenue. Allez, pour la première actualité, on s'intéresse au coût économique du programme du Rassemblement national pour les élections législatives. Alors, parmi les principaux postes de dépenses, on retrouve la baisse de 20% à 5,5% du taux de TVA sur l'énergie et les carburants, qui coûterait pas moins de 16,7 milliards d'euros. On retrouve aussi la baisse de la TVA sur les produits alimentaires de première nécessité pour un coût de 7 milliards d'euros. Autre source de dépenses importante, l'exonération des cotisations patronales sur une hausse de salaire de 10% jusqu'à un maximum de 3 SMIC, c'est-à-dire 4 196 euros net par mois, ce qui représente un manque à gagner de 10 milliards d'euros pour l'État. Enfin, dernière dépense importante, l'abrogation de la réforme des retraites avec un possible retour du départ à la retraite à 60 ans, estimé à 12 milliards d'euros. Pour compenser ces dépenses, le Rassemblement national compte réorganiser et restructurer les agences de l'État pour optimiser leur fonctionnement et donc faire baisser les coûts. Une économie estimée à 8 milliards d'euros. Autre recette importante, la mise en place d'une préférence nationale sur les aides sociales, ainsi que le conditionnement à 5 années de travail en France pour avoir l'ouverture des droits aux prestations, ce qui permettrait de réduire les dépenses de 13,3 milliards d'euros. En revanche, cette mesure pourrait être jugée anticonstitutionnelle, donc compliquée à mettre en place. Autre source de recettes, le RN estime que la baisse de TVA va stimuler la consommation des ménages, ce qui pourrait rapporter 9,5 milliards d'euros par an, mais cela reste des projections, donc peu fiables. Et enfin, la privatisation de l'audiovisuel public, qui permettrait d'économiser 4 milliards d'euros. Au bout du compte, le chiffrage du programme économique du RN, compilé par la fondation IFRAP, estime qu'il créerait un déficit supplémentaire de 8,5 milliards d'euros minimum par an, tandis que la fourchette haute est estimée à un déficit supplémentaire de 50 milliards par an. Pour la deuxième actualité, cette fois-ci on s'intéresse au programme économique du nouveau Front populaire, que la coalition de gauche a estimé elle-même à 125 milliards d'euros par an. Alors parmi les principaux postes de dépenses, on retrouve la hausse de la rémunération des fonctionnaires en prévoyant d'augmenter de 10% la valeur du point d'indice dans la fonction publique, ce qui représenterait un coût de 23 milliards d'euros par an. Par ailleurs, la construction de 200 000 logements publics par an pour 10 milliards d'euros supplémentaires, ou encore la garantie autonomie qui compléterait les revenus des ménages situés sous le seuil de pauvreté, évalué à 5 milliards d'euros par an. Alors pour compenser ces mesures, on retrouve en tête des nouveaux prélèvements qui viendraient sur une réforme de la taxation de l'héritage, estimée à 17 milliards d'euros par la NUPES en 2022, alors qu'en France, les droits de succession représentent déjà 0,7% du PIB contre 0,2% pour la moyenne de l'Union européenne. Un héritage maximum est prévu, son montant n'est pas précisé, mais la NUPES l'avait fixé en 2022 à 12 millions d'euros. Par ailleurs, le rétablissement de l'impôt sur la fortune permettrait, d'après la gauche, de prélever chez les plus aisés 15 milliards d'euros par an. Dans ces tuyaux, le Front populaire a également une refonte du barème de l'impôt sur le revenu, avec 14 tranches contre 5 actuellement, ce qui permettrait de récupérer 5 milliards d'euros. Une somme équivalente proviendrait aussi du renforcement de la taxe sur les transactions financières. Tout comme pour le Rassemblement national, ces mesures du nouveau Front populaire viendraient alourdir les prélèvements obligatoires en France, qui ont déjà représenté 43% du PIB en 2023 et qui sont les plus élevés de l'Union européenne après le Danemark. Malgré ces mesures, le coût économique du NFP est loin d'être compensé, puisque malgré ces recettes, les dépenses resteraient supérieures à 100 milliards d'euros, toujours selon la fondation IFRAP, ce qui laisse présager une détérioration encore plus profonde du déficit public. Pour la troisième actualité, on reste dans l'univers du déficit public de la France, avec l'Union européenne qui s'apprête à sanctionner le pays, justement pour son déficit public excessif. Avec un déficit public qui a atteint les 5,5% de son PIB en 2023, la France fait tout simplement partie des mauvais élèves en Europe. La France fait tout simplement partie des plus mauvais élèves en Europe, juste devant l'Italie et ses 7,4% de déficit, la Hongrie à 6,7% et la Roumanie à 6,6%. Autrement dit,
Ainsi, ces pays sont bien loin de la limite des 3% de déficit par rapport à leur PIB, qui est fixé par le pacte de stabilité de l'Union européenne. Alors que le gouvernement français avait décidé de couper dans les dépenses publiques, avec un plan d'économie de 20 milliards d'euros en 2024 et le même montant en 2025, la dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron rabat les cartes. D'autant plus que les oppositions d'extrême droite et de gauche, en tête dans les sondages, prévoient d'ouvrir grand le robinet des dépenses, mais aussi de revenir sur les réformes emblématiques des retraites et du marché du travail préconisées par Bruxelles. Pour le coup, la promesse de revenir sous le seuil des 3% du déficit dans les prochaines années semble encore plus compliquée, vu l'instabilité politique dans le pays, voire complètement illusoire. Et l'Union européenne, qui a ouvert ses procédures disciplinaires ce mercredi, prévoit en principe des sanctions financières à hauteur de 0,1% du PIB par an pour les pays qui ne mettront pas en œuvre les corrections imposées. Et elles s'élèveraient à près de 2,5 milliards d'euros pour la France, selon le Parisien. Et même si ces sanctions ne sont pas mises en œuvre systématiquement, les règles européennes imposent aux pays en déficit excessif une réduction minimum du déficit public de 0,5 points par an, ce qui suppose un effort de rigueur budgétaire massif, étant donné que 0,1 point représente environ 3 milliards d'euros manquants dans les caisses de l'État français. Pour la 4e actualité, on s'intéresse à un nouveau livret d'épargne avec un taux de rendement supérieur à 3% qui va être lancé au 1er juillet. Alors pour financer l'industrie verte, le gouvernement a annoncé lancer le plan d'épargne Avenir Climat dont l'objectif est de financer les projets bas carbone comme l'éolien, le photovoltaïque, l'hydrogène, etc. Et selon le gouvernement, ce produit a pour vocation à être plus rentable qu'un livret A qui affiche un rendement net de 3%. En revanche, ce produit est destiné uniquement aux jeunes de moins de 21 ans et l'argent bloqué par les parents sur ce livret ne pourra pas être débloqué avant l'âge de 18 ans de l'enfant. Typiquement, si des parents ouvrent un plan d'épargne Avenir Climat à leur enfant de 12 ans, tout l'argent qui sera déposé sur le produit d'épargne sera débloqué à l'âge de 18 ans de l'enfant, sauf accident de la vie qui permettrait de débloquer l'argent avant. Autre point très important, les rendements de ce livret sont non garantis, c'est-à-dire que même si l'exécutif évoque un rendement supérieur à 3%, rien ne garantit son rendement exact, étant donné que ce produit sera distribué par les assureurs et les banquiers et que le rendement dépendra donc de leur stratégie d'investissement. Point très positif en revanche, les rendements seront totalement nets d'impôts et sans frais de gestion. Enfin, le plafond de versement sera identique à celui du livret A, c'est-à-dire à 22 950 € maximum, et un seul plan pourra être ouvert par personne physique. Le gouvernement espère atteindre 1 milliard d'euros d'encours une fois que le placement aura atteint son plein potentiel, de quoi donner du carburant à la transition énergétique. Enfin, pour la dernière actualité, on s'intéresse aux banques centrales qui vont continuer d'acheter de l'or. Alors que le métal précieux a déjà progressé de 42% depuis octobre 2022 sur fond de conflits et d'instabilité au Moyen-Orient, c'est près de 60% des banques centrales des pays riches qui estiment que la part de l'or dans les réserves mondiales augmentera au cours des 5 prochaines années, alors que cette part était seulement de 38% l'année dernière, selon le dernier rapport du World Gold Council. Aussi, environ 13% des économies avancées prévoient d'augmenter leurs réserves d'or l'année prochaine, contre environ 8% l'année dernière. Alors les principales raisons évoquées concernant cette accumulation d'or par les banques centrales sont sa valeur à long terme, sa performance en période de crise et son rôle de diversification dans l'investissement. Déjà, entre 2022 et 2023, les banques centrales ont ajouté plus de 1000 tonnes d'or à leurs réserves, toujours selon le World Gold Council. Par ailleurs, les sanctions américaines contre les actifs russes libellés en dollars ont provoqué une ruée des institutions financières officielles non occidentales vers les lingots, dont la valeur ne dépend d'aucun gouvernement ou banque, contrairement aux monnaies fiduciaires. Alors les plus grands détenteurs d'or sont les États-Unis, avec plus de 8100 tonnes d'or, suivi de l'Allemagne et ses 3350 tonnes, de l'Italie avec 2450 tonnes, vient ensuite la France avec 2430 tonnes d'or, suivi de la Russie avec ses 2330 tonnes et de la Chine avec 2260 tonnes d'or. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast, vous êtes de plus en plus nombreux à l'écouter, pensez à mettre une note sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez, ça m'aide énormément à faire connaître ce podcast à de nouvelles personnes. Merci et on se retrouve dimanche prochain pour un nouveau tour d'horizon.